Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous plonger dans les exercices que les apprentis scribes ont laissés sur papyrus, sur Ostraka, sur tablette, et qui nous donnent à voir comment ils essayaient d'acquérir la maîtrise des écritures professionnelles. Alors je commencerai par deux papyrus inédits que j'ai eu l'occasion de repérer il y a quelques années dans la collection papyrologique d'Heidelberg. Alors le premier est un papyrus que je date du VIe siècle. Comme souvent dans les exercices d'écriture, vous pouvez le voir à l'écran, les lignes s'en mêlent ou sont écrites dans tous les sens. C'est ici le cas. Si on commence par la face où l'écriture est dans le sens des fibres, en suivant l'ordre des lignes, ce qui n'est pas d'ailleurs forcément celui qu'a suivi le scripteur, puisqu'il a pu écrire un peu dans tous les sens, en allant en haut, en allant en bas, etc. Eh bien, on rencontre tout d'abord trois lignes qui reproduisent ce qu'on appelle techniquement un endossement épistolaire, c'est-à-dire une adresse que l'on mettait au verso d'une lettre. J'ai eu déjà l'occasion de vous le dire. On mettait l'adresse du destinataire sur le verso du papyrus, dans une écriture tout à fait spécifique, et on enroulait le papyrus, et seule cette adresse était visible une fois le papyrus enroulé. Et donc vous avez ici trois lignes où l'on peut lire à Monseigneur en tout très magnifique ou très glorieux, il a changé l'épithète honorifique, et puis ça s'arrête. Et donc il a reproduit cet endossement trois fois. Alors, c'est cette écriture propre aux adresses que l'on trouve sur le verso des lettres, vous voyez qu'elle est tout à fait particulière. Elles sont écrites dans un style qui dérive de l'ancienne écriture de chancellerie. Vous avez ici un exemple avec un ordre du préfet d'Égypte, une écriture verticale qui joue sur l'étirement des lettres, contrastant avec d'autres qui sont beaucoup plus petites, que vous avez ici, mais que vous retrouvez aussi au-dessus de la ligne. Cette écriture était redoutable à lire. Et donc aussi à écrire et nécessiter de longs exercices pour en intégrer les codes. Alors notre apprenti s'est lassé puisque la fin de la troisième ligne est écrite dans une écriture de style courant. Il reprend l'exercice sur l'autre face avec une ligne avortée. Alors ensuite, je reste sur cette face du papyrus. Il passe à la cursive byzantine inclinée en soignant les appendices montants de certaines lettres. Vous voyez, ici ou là. Ici, c'est un epsilon. Ici, c'est un eta. Et donc, il apprend à donner à ces lettres la courbure adéquate, notamment dans le eta que vous avez ici. Alors, cette écriture a comme modèle la cursive pratiquée dans les bureaux centraux de l'Empire, comme cette lettre qui est contemporaine et qui a été écrite à Constantinople aux alentours de 548. Alors, notre apprenti s'y exerce avec l'expression « ten emen proairesin », mon intention, d'abord sur cette face, puis sur l'autre, donc toujours dans cette écriture un peu inclinée, avec ici un kappa tout à fait exubérant, et peut-être toujours dans la même écriture, il s'y exerce ici avec l'expression katos eipes moi, comme tu me l'as dit, ainsi que perpendiculairement aux autres lignes, avec l'expression, avec le mot épistolène, la lettre, et même, quelquefois, il n'en garde qu'une syllabe, stol, stol, stol. Il glisse ensuite à une version plus simple, moins
maniéré de la même cursive qu'il pratique avec des bribes de compte. Et on a vu que les comptabilités étaient écrites dans un style un petit peu plus raide. Et aussi en répétant des séquences qu'il veut travailler tout particulièrement. Ici, c'est la séquence I, alpha, iota, qui répète plusieurs fois alpha, iota, alpha, iota, alpha, iota, etc. Enfin, il écrit, si c'est toujours le même, la même main, il a écrit 3 lignes dans une petite cursive moins penchée, où je lis ce qui a été donné par moi, une lacune, affoibamon, le notario, c'est-à-dire celui qui est écrit en sténographie, le tachygraphe. Donc, vous voyez, on suit les tâtonnements de quelqu'un qui s'exerce à plusieurs styles avec des séquences qu'il a dû piocher dans de vrais documents et qui, lorsqu'il rencontre une suite de lettres qui lui pose problème ou qui nécessite peut-être plus d'attention de sa part, eh bien, il n'hésite pas à la répéter autant de fois qu'il faut pour qu'elle devienne un automatisme. Alors, le second papyrus inédit d'Heidelberg est de la même époque et donne des fragments de phrases dans les 3 mêmes écritures qu'on vient de voir. Donc, écriture penchée sur le recto, mais aussi sur le verso, écriture droite, et enfin, l'écriture des adresses de lettres. Le document suivant nous montrera un apprenti plutôt que plusieurs. C'est toujours un problème de différencier les mains dans ce type de papyrus, qui s'exerce à divers styles avec cette fois-ci des séquences un peu plus longues. Alors, il s'agit ce que vous avez à l'écran, c'est un feuillet de papyrus du 7e siècle qui contient une comptabilité dont les parties non inscrites ont été ensuite réutilisées comme papier brouillon par un apprenti scribe qui, sur le verso que vous avez à l'écran, s'exerce avec un texte chrétien, un texte difficile à lire, mais dans lequel celui qui parle reconnaît avoir péché et demande à Dieu de lui pardonner ses péchés. Alors, d'abord, on a une écriture formelle non ligaturée, vous voyez que les lettres sont séparées les unes des autres, proche de la majuscule penchée ou ogivale, utilisée pour la copie des textes littéraires, mais aussi occasionnellement dans les lettres. J'y reviendrai quand nous examinerons les exercices des copistes. Puis, aux lignes 7 et 10, il s'exerce dans une cursive inclinée avant de passer à la ligne 10 à la redoutable écriture stylisée des endossements épistolaires, si redoutable d'ailleurs que les éditeurs n'ont pas cherché à la déchiffrer. Alors je me suis lancé et je vous propose ici la lecture de cette séquence, que j'interprète ainsi: avec la grâce de Dieu, ama très douce ami. Donc vous voyez que c'est adressé à une personne, un endossement, c'est une adresse épistolaire, ama très douce ami, et il a répété la même séquence: avec la grâce de Dieu, ama très douce et très chère, cette fois-ci elle est aussi chère, etc. Et enfin, il a pratiqué, si c'est le même, un texte, il a écrit un texte en tachygraphie. J'aurai l'occasion de revenir beaucoup plus longuement sur cette écriture sténographique. Enfin, sur l'autre face, c'est-à-dire le recto, la face qui a été écrite en premier, celle où se trouvait la comptabilité originelle, il a écrit dans les marges de cette comptabilité des bribes de documents fiscaux en alternant plusieurs fois la même cursive inclinée et la minuscule utilisée pour les documents comptables. Donc, vous voyez, ce feuillet nous offre un bon inventaire des divers styles qu'un
apprenti clerc avait besoin de connaître au 7e siècle, en plus de la tachygraphie. Mais je reviendrai sur la tachygraphie. On voit que la même séquence pouvait être écrite dans des styles différents, comme le montre peut-être plus clairement l'exemple suivant, qui est un exercice où une formule, là encore, d'adresse épistolaire à mon maître en tout le plus outré, et on attend une épithète honorifique ensuite, mais qui se trouve malheureusement dans la lacune du papyrus, eh bien, cette formule d'adresse épistolaire est écrite tantôt en écriture droite, tantôt en écriture penchée, mais vous remarquerez qu'elle n'est pas écrite dans cette écriture étirée qui est l'écriture propre justement aux adresses épistolaires. Donc il y a une dissociation ici entre style et contenu, dissociation que nous retrouverons à plusieurs reprises. Exemple suivant, c'est un feuillet de papyrus où on s'est exercé tout d'abord à l'écriture inclinée typique des lettres administratives de cette époque ou des documents juridiques avec des bouts sans queue ni tête, de contrats, de lettres. Certaines séquences sont même réécrites. On a écrit aussi de la tachygraphie, vous voyez, ces espèces de signes indéchiffrables. Puis ensuite, on s'est exercé à l'écriture droite, c'est-à-dire en fait la minuscule propre aux comptabilités. Et la quantité de la dernière entrée de cette comptabilité n'a jamais été écrite, ce qui montre qu'il s'agit bien là d'un exercice et non pas d'une vieille comptabilité qui aurait été réutilisée. Et enfin, alors là c'est beaucoup plus curieux, vous avez des signes très bizarres, des lettres qui sont pourvues de petits cercles aux extrémités et qui sont typiques des textes magiques. On appelle ça techniquement des caractères, hein, des lettres qui n'ont pas de signification en fait et que l'on retrouve souvent donc, dans des papyrus magiques. Et je dois dire que la présence de ces caractères dans ce papyrus où on a plutôt des écritures de documents et fait figure d'intrus dans le panorama des écritures qu'un professionnel se devait de connaître. On passe à un ostracone de calcaire qui provient du monastère d'Épiphane. Et là, je voudrais remercier Jennifer Cromwell de m'avoir donné l'autorisation de vous montrer ce texte, puisqu'il est en cours d'édition par elle et par la regrettée Raffaella Cribiore. Il s'agit d'un ostracone donc, provenant de ce monastère dont on a déjà eu l'occasion de parler ici même, où une personne déjà d'un bon niveau s'est exercée au style des endossements épistolaires, mais cette fois-ci de l'époque arabe. Et à cette époque, on n'utilise plus cette écriture étirée, mais on utilise la minuscule. Mais la difficulté, cette fois-ci, réside dans le fait que vous avez énormément d'abréviations, comme vous pouvez le voir avec toutes ces lettres suspendues au-dessus de la ligne. Et deuxième type d'écriture, sur le même ostracone, une écriture penchée, qui est celle des documents, enfin avec une formule typique de documents juridiques, puisqu'il s'agit d'une invocation chrétienne que l'on avait l'habitude de mettre en introduction d'un contrat. Du même monastère provient aussi cet ostracone, toujours de l'université de Columbia, où une même main, semble-t-il, là encore c'est toujours très difficile de savoir si on a affaire à une ou plusieurs mains, une même main s'est exercée, et là vous reconnaissez ce fameux style des adresses épistolaires, ce style issu de l'écriture de chancellerie, très, très étiré, qui est plein de fautes d'ailleurs, et puis vous avez ensuite
bout de texte, sûrement chrétien, puisqu'on retrouve un vocabulaire assez biblique, hein, laoston, le peuple d'eux, et enfin, une écriture penchée, agathos, on lit, bon, disons, il s'agit là d'un texte de nature inidentifiable. Dans de nombreux cas, donc là on a affaire à des exemples où plusieurs écritures, plusieurs styles ont été pratiqués par la même personne. Dans de nombreux cas, c'est un seul style qui est pratiqué, notamment celui des endossements épistolaires, hein, qui exigeait une certaine habitude du fait de son extrême stylisation, ou de la minuscule, qui envahit les documents à partir du 7e siècle et qui nécessite une très bonne connaissance des modes d'abréviation qui sont extrêmement fréquentes dans ce type d'écriture. Alors, ce qui caractérise souvent ces exercices, c'est qu'ils ne visent pas, vous l'avez vu, à une présentation claire et soignée. Hein, les lignes d'écriture sont dans des sens différents, n'hésitent pas à passer sur le texte antérieur, voire à se chevaucher, comme nous l'avons vu avec le papyrus d'Heidelberg. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples que ceux que j'ai montrés. Je voudrais juste vous en montrer un qui est assez édifiant de ce point de vue-là, qui est un ostracone qui a été retrouvé au monastère de Saint-Marc. Alors l'objectif, vous voyez, n'est pas de produire un texte clair, mais que l'apprenti puisse apprivoiser le tracé, peu importe que le texte soit parasité par d'autres essais, du moment que le scripteur peut suivre des yeux l'évolution de son calame et apprécier le résultat indépendamment de ce qui l'entoure ou de ce qui interfère avec. Alors, ce processus d'acquisition s'appuie avant tout sur un modèle que le copiste peut avoir sous les yeux. Il peut s'agir de rares cas d'un ou plusieurs lignes que le maître a écrites en laissant un interligne suffisamment important pour que l'élève les recopie. Nous avons rencontré un tel cas de figure avec ce papyrus d'Oxyrhynchos, avec une ligne du maître et une ligne qui a été recopiée par une autre main dessous. Papyrus qui se rattache à un enseignement donné au futur cadre de l'administration des Appions, dont je vous ai déjà longuement parlé. Plus souvent, l'élève utilise un vieux document dont il recopie certaines parties, là où il peut, dans les marges ou sur l'autre face du papyrus, ou dans les interlignes, comme nous l'avons vu avec ce papyrus de Princeton. Vous voyez que dans cette partie-là, il a utilisé un compte des Appions, là encore, et il a répété dans l'interligne ce qui se trouvait dessus ou dessous. C'est aussi le cas de cette lettre, plus tardive, du probablement 8e, 9e, dont seul un début de ligne, ici, vous voyez, a été recopié par un élève qui voulait s'exercer à la majuscule penchée. Enfin, dans la majorité des cas, le document modèle n'a pas été conservé. Et il ne nous reste que les bribes recopiées par l'élève sur le feuillet qui lui a servi pour son exercice. Mais avait-il toujours un modèle pour ces exercices d'apprentissage des styles d'écriture ? Eh bien, je ne le pense pas. Dans bien des cas, l'apprenti pouvait aussi s'exercer à partir de mots qui lui passent par la tête ou de citations qu'il connaît de mémoire. Il peut s'agir de bouts de textes documentaires, comme dans ce papyrus dont nous avons vu que l'élève est parti d'un exemple d'endossement, mais qu'il a recopié dans des styles qui ne correspondent pas à ceux que l'on attend d'un endossement. Il n'a donc pas servilement recopié un modèle, mais a pris comme point de départ un endossement dont il se souvenait ou qu'il a inventé pour s'adonner donc à ces variations stylistiques. On a vu aussi la semaine dernière que l'élève pouvait pratiquer un style documentaire avec des mots qui n'ont rien à voir avec le monde des documents, mais qui semblent lui être passés par la tête au moment où il écrivait.
Vous voyez ici des noms propres, un adverbe et surtout un mot répété 4 fois, didaskalei, erreur pour didascalo, enseignant, ou didascaleio, dont il n'aurait pas écrit la finale, qui veut dire école. En tout cas, ce sont des mots qui pourraient renvoyer à la situation d'apprentissage dans laquelle il se trouve. Dernier exemple de matériaux textuels sans rapport avec le type de texte auquel ces élèves s'initient, avec cet autre exercice conservé dans un papyrus, toujours inédit, de la bibliothèque de la collection d'Heidelberg. Alors vous voyez, au milieu d'une comptabilité, là vous avez des séries de chiffres, ou d'un exercice de comptabilité, une main, alors peut-être la même, s'il s'agit d'un exercice de comptabilité, a écrit plusieurs fois, dans tous les sens, ici, là, la séquence okatoiko, et en fait il faut lire okatoikon, celui qui demeure. Ou bien, souvent, il s'est contenté d'écrire des bouts, oka, ici, katak, etc., katoi, bon. Alors, ce mot, okatoikon, n'a aucun rapport avec le texte environnant. On a là, en fait, le début du psaume 90. L'incipit de ce psaume est « Celui qui demeure en la protection du Très-Haut habitera en un séjour abrité par le Dieu du ciel ». Eh bien, le psaume 90 n'est pas par hasard qu'il a été choisi ici. C'est un des psaumes les plus célèbres du fait de sa valeur apotropaïque ou de la valeur apotropaïque qu'on lui attribuait. Et cette célébrité lui a valu de servir d'exercice d'écriture, pas simplement dans les écoles de formation de scribes, mais aussi déjà à l'école, comme en témoigne cette tablette d'écolier des 5e, 6e siècles. Et là, vous voyez que l'écriture est extrêmement malhabile, ce qui nous montre bien qu'on n'a pas affaire à un exercice de scribe professionnel, mais plutôt à un exercice d'un élève qui apprend à lire et à écrire. Alors, dans le cas du papyrus d'Heidelberg, l'apprenti s'est exercé à l'écriture minuscule en copiant le début de ce psaume qui lui venait à l'esprit, qu'il connaissait très bien. Ce n'est pas le contenu du texte qui comptait pour lui, mais la forme qu'il allait lui donner. Les psaumes étant de loin le livre biblique le plus lu, le plus mémorisé, eh bien, ce sont des bribes de psaumes qui affleuraient souvent à l'esprit de nos apprentis. Je voudrais vous en donner un exemple avec ce papyrus qui vient du monastère de Balaïsa, un feuillet où un élève a écrit des bouts de textes disparates pour s'exercer, là encore, comme dans le papyrus d'Heidelberg, à l'écriture minuscule qu'il était encore loin de maîtriser, à côté d'extraits de documents que j'ai entourés en rouge. On trouve des bouts de lettres, d'invocations qui introduisent des actes juridiques, des formules de visa, moi un tel, je suis d'accord, ou des séries de noms propres avec des noms de métiers. Eh bien, à côté de ces bouts d'actes de documents, eh bien, il a recopié, dans le même style d'écriture, le verset 7 du psaume 11. « Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Cette fois-ci, c'est non pas en grec, mais en copte. Et il l'a écrit dans le type d'écriture à laquelle il était en train de s'exercer, alors que ce style de la minuscule n'était pas celui utilisé à l'époque pour les textes bibliques. Toujours ce même phénomène de dissociation entre type de texte et style d'écriture. J'y reviendrai. Alors, indépendamment de leur modèle, que nous disent les exercices d'écriture sur les méthodes suivies pour assimiler un style d'écriture? Eh bien, ils privilégiaient souvent des séquences courtes. Celles-ci peuvent être des lettres séparées. Il est rare qu'on ait affaire à des alphabets complets.
auquel cas on peut suspecter qu'il s'agisse de modèles, hein, comme on l'avait vu avec cet ostracone qui vient du monastère d'Épiphane, avec l'alphabet, hein, dans un style très cursif, et dessous un échantillon de texte dans le même style. Mais il peut arriver aussi que l'élève s'exerce avec des lettres écrites dans l'ordre alphabétique, hein, comme au verso du papyrus d'Heidelberg citant le psaume 90, où un élève a tracé les lettres de l'alphabet dans l'ordre, hein, vous voyez ici, dans l'ordre, avec quelques répétitions, hein, le iota est répété, le nu aussi est répété, pour s'exercer à l'écriture minuscule, ainsi d'ailleurs qu'à un autre type d'écriture. Ici, vous avez une espèce d'écriture très angulaire. La plupart du temps, cependant, on écrit en répétant une ou plusieurs lettres dont on souhaite maîtriser le tracé et en faisant fi de l'ordre alphabétique. Par exemple, ici, c'est la lettre phi qui va être répétée plusieurs fois. Hein, vous le voyez dans le papyrus. Ici, c'est la lettre oméga en minuscule. Ici, ce sont des lettres qui ne sont absolument pas dans l'ordre alphabétique. Des lettres, mais aussi vous avez ici cette espèce de ligne un peu incurvée qui est en fait la fraction 1/2. Hein, c'est le symbole qui représente la fraction 1/2 qu'il s'est exercé à l'écrire. Ou alors on a des séries de 2 ou 3 lettres, comme dans ce papyrus où c'est la séquence ax et ex qui a retenu l'attention de notre apprenti. Ou bien, ici, ces 3 papyrus peut-être différents, qui n'appartenaient pas au même feuillet, et là, cette fois-ci, c'est Kai. Il s'est exercé à écrire Kai, 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 ou Cle. En tout cas, il commence ici kappa lambda, et ensuite il écrit Kai, 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 et bon. Voilà. Alors on notera que c'est souvent à l'occasion d'un exercice portant sur un texte que l'élève rencontre une ou plusieurs lettres qui éprouvent le besoin de travailler, de tracer en série, hein, comme dans le papyrus, là c'est un exemple avec la séquence score, comme avec le papyrus d'Heidelberg, hein, on a vu qu'il avait écrit le mot proirécine, et ce mot contient la séquence I, alpha, iota, et du coup, il a recopié, il a fait toute une série de gammes en répétant cette série I, et sur l'autre côté, eh bien, il avait écrit pistolène, et c'est la séquence stol, avec les lettres qui s'enchaînent, stol, 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 qu'il a répété plusieurs fois. Là aussi, on retrouve le même phénomène avec ce papyrus, où la séquence A Flavius Philoxienne, le très éloquent, un début de document ou de lettre, eh bien, l'élève s'est exercé à recopier en cursif penché plus ou moins penché, le phi qui commence cette séquence. Hein. Fleu, il a écrit fleu, 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 fleu. Plusieurs fois Flavius, qui est le début de Flavius. Et vous voyez qu'il écrit d'ailleurs avec une panse assez exagérée ou délibérément exagérée, du fait même que le mot Flavius commence souvent un contrat et qu'il est associé au nom d'un personnage important, dont, si je puis dire, l'enflure du phi constitue une sorte de marque de respect. Dans cet autre exemple, eh bien, c'est la séquence A Flavius Flavianus qui sert d'impétus pour des variations sur des phi ou sur des séquences fleu, 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 ainsi que la forme pleine Flavios qui répète aussi plusieurs fois. Alors si dans maints exercices l'apprenti se focalise sur le tracé de lettres isolées ou de bouts de mots,
il lui arrive aussi souvent de pratiquer des séquences plus longues, d'environ une ligne, voire plus, hein, comme dans ce papyrus où, au verso d'une liste de noms, on a recopié 6 fois la même entrée. Jean, fils d'Abraham, et Appa Jules, fils de Dioscore. Et 6 fois une autre, hein, Aiolios, fils d'Ammonios, et Salomon, diacre. Les mêmes séquences répétées sont souvent des formules typiques des genres documentaires que l'élève devra maîtriser. Et l'avantage de cette méthode, qui s'appuie sur des séquences d'une ligne, est qu'elle permet à l'apprenti, en même temps qu'il s'imprègne des styles d'écriture, en réécrivant la même formule mécaniquement d'une ligne à l'autre, lui permet d'assimiler le formulaire qu'il aura à manier. Voilà un exemple ici avec la répétition 14 fois d'un prescrit épistolaire en minuscule au verso d'une lettre arabe. Et ce prescrit signifie, si je le traduis, X agent, alors c'est malheureusement en lacune, un tel agent d'Ambrose, fils d'Ubayd, ce sont des noms arabes, à vous, Appa Jules ou Iulios, fils de Phoibamon, pagarque d'Héracléopolis. C'est typiquement le début d'une lettre administrative de l'époque. Nous sommes au 7e, 8e siècle. La répétition, comme nous l'avons déjà vu, peut aussi impliquer une variation stylistique. Et il peut arriver que des exercices d'écriture soient plus longs et impliquent un travail qui va au-delà de l'aspect purement graphique. Cela pourrait être le cas de ce papyrus de Vienne, où quelqu'un a commencé à écrire un texte de nature épistolaire en style d'abord incliné, avant de recommencer à la ligne suivante avec un style droit et rond, au tracé qui est un peu avant-coureur, je dirais, de la minuscule. Il écrit ainsi 5 lignes. Alors, je vous montre le texte qui est différent de celui de l'édition. Alors, malheureusement, il est abîmé au milieu, mais on arrive à lire le chameau, peut-être envoie le chameau à Aphrodito, mais ordonnez lacune, et s'il vient me voir, moi aussi je viendrai vous voir dans les 2 jours, car je dois bien vous saluer, vous et notre maître. Je viendrai vous voir donc dans 2 jours au sujet de l'affaire de notre commun frère. Alors, ce qui est intéressant, quand on regarde ce texte de près, c'est de voir que certaines fautes ont été soigneusement corrigées par, semble-t-il, une autre main, soit par bifure, j'essaie de le reproduire ici dans la paracritique, soit par superposition. C'est ainsi que Kago, écrit avec un omicron, a été corrigé en Kago, avec un oméga. C'est ainsi que Eiserkomé a été corrigé en Eiserkomai, que Proskunaisei a été corrigé en Proskunesai, etc., etc. Donc, le même scripteur, ensuite, a réécrit le même texte sur l'autre face du papyrus en prenant en compte la plupart des corrections. Vous le voyez, sauf ici, le Kago qu'il a laissé avec un omicron. Alors, ce papyrus est susceptible de plusieurs interprétations. Était-ce un exercice d'écriture ou bien un exercice de rédaction de lettres? La correction des fautes et la réécriture du texte sans les fautes semblent favoriser la seconde solution, même si cette seconde solution, même si la première solution, c'est-à-dire exercice d'écriture, n'est pas complètement impossible, il est tout à fait envisageable que l'on ait affaire à un exercice à la fois d'écriture et de composition ou de rédaction. Alors cet exercice nous introduit à une autre phase ou un autre objectif de la formation des scribes, qui est l'assimilation en fait, du formulaire des principaux genres documentaires qu'ils auraient à pratiquer. Comme j'aurai l'occasion d'aborder cet aspect-là de la formation de nos professionnels de l'écrit avec l'initiation au notariat, je ne poursuis pas dans cette direction, souhaitant aujourd'hui borner cette partie à l'apprentissage des écritures, même si, et je le dis
en insistant là-dessus, même si je suis conscient qu'on ne peut pas faire une démarcation stricte entre l'apprentissage des styles et celui des formules, les deux étant intrinsèquement liés. Alors notons enfin que nos exercices ne se cantonnent pas à une seule langue. J'aurai l'occasion de revenir sur la nécessité pour les scribes de maîtriser plusieurs langues et donc plusieurs styles d'écriture. Je voudrais juste illustrer ici le bilinguisme auquel nos apprentis étaient confrontés avec ce papyrus, où, très effacé comme vous le voyez, mais on arrive quand même à le lire, où sur une face, eh bien, une main s'est exercée à écrire plusieurs fois deux formules typiques d'un registre fiscal en grec, par la grâce de registre comptable des impôts en or de la première indiction, sous le pagarque Khalid ben Yazid, évidemment dans le style de ce type de document, à savoir la minuscule, et sur l'autre face, eh bien, la même main ou une autre a répété au moins 6 fois une formule de début de lettre en copte. Au nom de Dieu, tout d'abord, c'est moi, Victor, fils de Marc, qui. Il n'y a pas la suite. Et c'est répété plusieurs fois. Alors, savoir écrire des documents n'est qu'une des facettes de la pratique de l'écrit. Les écritures cursives qu'ils impliquent n'épuisent pas le panorama des écritures professionnelles. La copie des livres nécessitait le recours à d'autres styles d'écriture, tout aussi codifiés, sur des supports souvent différents. On utilise plutôt des codex pour écrire des livres que des feuillets séparés, voire sur des matériaux différents qui exigeaient du copiste une approche sensiblement diverse de celle du papyrus, lui aussi utilisé pour la librairie, mais pas uniquement. J'aurai l'occasion de revenir sur ces matériaux. Alors la formation à la copie des manuscrits a livré une multitude de témoignages papyrologiques, eux aussi souvent mal interprétés. Et je vous donne juste 2 références. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, vous verrez que ces auteurs ont essayé de remettre en question certaines catégorisations de documents qui avaient été mal interprétés. Donc, multitude de témoignages papyrologiques qui s'inscrivent en très grande majorité dans le contexte de monastères ou d'ermitages. Ces monastères, ces cellules, ces lores, etc., situés à l'écart des agglomérations et épargnés par les évolutions rapides et les bouleversements que celles-ci connaissaient, ont été mieux préservés, ou connaissent même encore aujourd'hui, ont été mieux préservés, ce qui a permis la sauvegarde des textes qu'ils ont produits durant des siècles. Il y a une immense bibliographie sur le sujet. Je vous donne juste quelques articles ou livres fondamentaux. C'est surtout à partir de l'Antiquité tardive que les monastères deviennent des lieux par excellence où sont copiés les manuscrits, comme en témoignent aussi bien les sources littéraires que la correspondance sur papyrus. Alors, on ne s'étonnera pas que les monastères, évidemment, aient abrité une formation à la copie des manuscrits. Pallade, dans son histoire lausiaque, nous sommes 4e, 5e, Pallade ne présente-t-il pas l'ascésis graphiquée, c'est-à-dire la pratique de la calligraphie, comme une des activités naturelles des moines qui leur étaient enseignés sur place quand ils n'étaient pas trop vieux, ce qui n'est pas le cas de cette personne dont il parle, un certain Apollonius, de nom, ex-négociant, ayant rencontré renoncé au monde et habité le désert de Nitrie, ne pouvant apprendre ni un art ni la pratique de la calligraphie du fait qu'il était avancé en âge, eut l'occupation suivante pendant les 20 années qu'il vécut dans le désert, etc. Dans une lettre
de 371, Jérôme nous parle même des jeunes qui apprenaient le métier de copiste à son service. Voici le texte, c'est l'épître 5. « Et comme, grâce au Seigneur, je suis riche en exemplaires de la Bible, je te prie, il écrit à un correspondant qui n'ose pas lui demander la copie d'un livre, je te prie de me faire savoir à ton tour ce que tu veux que je t'envoie. Ne crains point de m'incommoder en cela, car j'ai ici des élèves qui servent à transcrire les livres. » Et vous voyez qu'il utilise comme mot pour la copie des livres, antiquariae arti, l'antiquaria ars, c'est tout simplement l'art de la calligraphie, l'art de copier des livres, et on le sait d'ailleurs par une équivalence que donne Jean Lydien dans le De Mensibus, où il nous dit antiquarioi oi kata Helenas calligraphoi, les antiquarioi, eh bien, ce sont chez les Grecs les calligraphes. Alors, comme pour l'apprenti secrétaire ou l'apprenti scribe, eh bien, la première des tâches qui incombe à l'apprenti copiste est de se familiariser avec les styles canoniques d'écriture calligraphique. Alors, durant l'Antiquité tardive et le début du Moyen Âge, le début de l'époque arabe, eh bien, trois styles prévalaient, aussi bien en grec qu'en copte, sans compter des styles mixtes, mais je m'en tiendrai ici aux trois grands styles canoniques. Alors, le premier, on l'a déjà rencontré, c'est ce qu'on appelle la majuscule biblique, qui est un style d'écriture utilisé en librairie depuis des siècles et dont nous avons eu l'occasion de rencontrer un exemple avec l'ostracone de Der el-Gizaz. C'est cette écriture que l'on rencontre dans ces textes que j'ai eu l'occasion de publier il y a quelques années, aujourd'hui conservés dans la collection de l'IFAO, et qui livre par ailleurs un des exemples les plus éloquents d'une formation à la maîtrise de ce style. Il s'agit, comme vous le voyez, de chutes de parchemin telles qu'on s'attend à en trouver justement dans un scriptorium, chutes de parchemin qui résultent de la taille des peaux en feuilles, et nos chutes correspondent, on va dire, aux zones non utilisables qui sont proches des parties extérieures de la peau, d'où les bords non rectilignes, d'où les trous ou certaines malfaçons. Alors, au lieu d'être jetés, eh bien, ces rebuts ont été réutilisés ici par un apprenti copiste du 5e, 6e siècle pour s'exercer à la majuscule biblique. Alors, je reviendrai plus loin sur le contenu de ces exercices. Je voudrais, avant, vous donner d'autres exemples. Alors, là, on a des chutes de parchemin. Ce sont quelquefois les versos vierges de pages entières de vieux livres qui servaient comme celle-ci, où un apprenti copiste, qui n'a pas encore atteint le niveau de son collègue de la diapositive précédente, eh bien, s'est exercé à la majuscule biblique, ici. Vous le voyez sur cette. Donc ça, c'est le manuscrit original, et sur le verso, la page étant vierge, eh bien, il s'est exercé à écrire ce texte avec, là encore, des mots ou des ensembles de lettres un petit peu n'importe où. Donc vous voyez qu'il s'est exercé à la manuscule biblique en traçant des lettres isolées, comme des séries de oméga, ou en écrivant des noms. Ici, vous reconnaissez le nom de Pacom, Pacumiu, ou des bouts de prière sans queue ni tête, ainsi que ici, alors il faut incliner la tête, vous lisez ici Abro, qui est en fait le début d'une séquence que l'éditrice qui a publié ce parchemin n'a pas identifié, mais je vous demande d'être patient, je vous en donnerai bientôt la solution. Alors le plus souvent, ce sont sur des ostracas que nos apprentis s'exerçaient, comme cet ostracone du monastère d'Épiphane, qui a été brisé en plusieurs morceaux, dont certains sont au British Museum et d'autres de l'autre côté de l'Atlantique, au Metropolitan Museum of Art
de New York. On a là les premiers essais d'un élève s'initiant à la majuscule biblique en répétant indéfiniment la lettre alpha et surtout bêta. Il n'est pas au bout de ses peines, hein, comme vous le voyez, et la route, je dois dire, est assez longue pour qu'il puisse un jour faire œuvre de professionnel. Alors, les 3 exemples que je viens de vous donner illustrent les différents niveaux dont témoignent nos exercices. Plus on se rapproche des débuts, plus il est difficile de faire la différence entre des exercices d'écriture proprement scolaires et ceux pratiqués dans le cadre d'une formation spécialisée. Seuls les maniérismes qui affectent le tracé de certaines lettres, et c'est le cas ici avec ces bêtas, et qui sont typiques hein, des écritures livresques, seuls ces maniérismes permettent de distinguer ces derniers des premiers. Alors la majuscule alexandrine est l'autre grand style canonique qui s'élabore dans le courant du Ve siècle. Adopté par la chancellerie patriarcale, notamment pour les fameuses lettres pascales. Vous savez, ces lettres que l'évêque d'Alexandrie envoyait aux autres évêques pour déterminer la date de Pâques. Et vous avez ici un magnifique exemple qui vient de Berlin. Eh bien, cette écriture se répand aussi dans la librairie, aussi bien profane que chrétienne, et s'imposera comme l'un des plus grands styles pour la copie des manuscrits copte, au point d'ailleurs qu'un temps on a appelé cette écriture l'onciale copte. Mais elle n'a rien de copte. Enfin, elle est utilisée par les coptes, mais son origine vient de la librairie grecque. C'est dans cette écriture qu'est rédigé le manuscrit dont est conservée une page à Vienne, datable du IXe siècle. Vous voyez cette écriture alexandrine. Or, on constate que le cahier dont cette page faisait partie a été renforcé par un petit fragment de parchemin qui donne, je l'ai transcrit ici, qui donne un alphabet grec avec les lettres coptes supplémentaires dans le style de l'écriture alexandrine, la majuscule alexandrine. Vu la répétition de certaines lettres et l'absence d'alignement et d'ordre dans la présentation, eh bien, il doit s'agir d'un coupon découpé dans un feuillet, voire une chute comme celle qu'on a vue tout à l'heure, qui avait servi aussi d'exercice à un apprenti copiste. Enfin, le dernier grand style de l'époque est la majuscule penchée, appelée par les paléographes médiévistes ogivale. Comme elle pouvait être aussi employée pour les documents, comme des lettres particulièrement soignées, nous avons déjà rencontré dans des exercices de secrétaire. En voici un exemple tardif, ici même, avec une feuille d'un manuscrit contenant sur une face la fin d'une homélie sur Saint Jean-Baptiste. Ici, alors je n'ai pas la photo, je vous ai mis juste la transcription qu'en a fait le premier éditeur, Wesley. Et sur l'autre, vous avez un colophon. Vous savez, ces textes courts que le copiste ajoute à la fin du manuscrit en disant « voilà, c'est moi qui l'ai copié, etc. » dans telles conditions. Et vous voyez que le colophon, cette fois-ci, dans une écriture, est penché, justement, dans la majuscule penchée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une main postérieure, ici même, s'est exercée à recopier la dernière ligne, « ainsi soit-il ». L'essai, vous le voyez, est bien maladroit et s'arrête là. Notre apprenti copiste a encore bien du chemin à faire. À l'autre bout du spectre, en termes de qualité ou de qualification, appartient le scripteur de cet ostracone qui vient du monastère du Grand Foy-Bamon, à Der el-Bahari, écrit dans une majuscule penchée d'assez bonne qualité, malgré son grec fautif. Et ce décalage entre langue et paléographie
en fait, on l'a déjà rencontré et il va nous poursuivre tout au long de notre enquête et il s'impose comme un des indices des exercices des professionnels de l'écrit. Alors, le texte d'ailleurs de cet ostracone est complètement incohérent. Vous avez le tout début du verset 12 du psaume 50, encore un psaume, je vous ai expliqué pourquoi, en grec, et il est entremêlé d'un fragment de nature liturgique contenant le mot philanthropos. Donc là, vous avez le début du psaume, hein, voilà, fonde en moi un cœur pur, et puis ensuite, il bascule philanthropos, toi qui aimes les hommes, sauve-moi, et comme il a utilisé ce mot philanthropos, il s'est amusé à recopier d'autres mots de la même racine, philanthropos, philanthropia, ou d'autres mots qui contiennent la fameuse lettre phi dont je vous ai déjà parlé. Donc, en fait, on a l'impression qu'il a écrit ce qui lui est passé par la tête, et ce qui peut s'expliquer si son attention était avant tout focalisée sur l'écriture et non pas sur le sens des mots. Dernier exemple avec cette chute de papyrus, de parchemin, pardon, où aux alentours du IXe siècle ont été copiés un alphabet dans le bon ordre, alpha, bêta, gamma, delta, etc. Et puis juste après, vous avez l'alphabet en ordre inverse sur l'autre côté. Et en plus de cet alphabet, vous voyez que dans une écriture penchée, à majuscule penchée, vous voyez qu'on a un court texte suivi qui s'apparente à une prière. Ô Seigneur Jésus, donne du savoir et de l'intelligence à ton serviteur Jean. Amen. Petite prière qui ne serait pas déplacée sous le calame d'un copiste débutant. Alors, comme pour les documents, nos élèves se devaient de maîtriser plusieurs styles à la fois et donc s'y entraîner concomitamment. Un des exemples les plus parlants est celui de ce papyrus de Cologne, petit coupon qui contient sur une face, vous reconnaissez l'écriture, c'est la majuscule biblique, eh bien, il contient sur une face un bout de psaume. Il s'agit du verset 20 du psaume 61, qui est copié de mémoire, étant donné certaines inadvertances, comme par exemple le remplacement de Kurios Seigneur par Théos Dieu. Et sur le verso, on a un texte en majuscule penché cette fois-ci, qui donne le premier verset du psaume 91 aux lignes 1 à 3, et ensuite de deux séquences très étranges, Knax, Bictuptes, Phlegmodrops, etc., sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir. Alors, avec ce papyrus, a-t-on affaire à un modèle pour des étudiants ou un exercice de copie d'un étudiant? C'est difficile à dire. La première hypothèse pourrait être étayée, si l'on en croit Michael Freeman, par la présence d'un ajout interlinéaire d'une séquence alphabétique, vous voyez, epsilon, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, dont les premières lettres sont déparées par des pâtés d'encre. Et alors, je cite Michael Freeman, « Le ductus de l'apprenti scribe, écrit-il, correspond soigneux et habile à celui du modèle, mais la difficulté de contrôler l'encre au début de l'exercice trahit un manque d'expérience. Il s'agit d'un scribe en herbe qui a développé une motricité suffisamment fine pour imiter relativement bien l'écriture de son professeur, mais qui ne maîtrise pas encore le maniement des outils du scribe. Ce scribe a négligé de fendre correctement la plume, de former le réservoir dans le roseau ou de couper une pointe régulière. Il est même possible que ce soit la première fois que l'élève essaie d'aiguiser une plume. Alors, je dois dire que j'ai du mal à partager cet avis. Je ne vois pas de différence qualitative entre le texte principal que vous avez ici, ces deux lignes, et le texte interlinéaire. Du coup, je crois qu'un copiste parvenu à cette maîtrise, parce que les lettres sont
impeccablement tracé, parvenu à cette maîtrise, devait savoir tailler son calame. Alors parfois, nos apprentis se sont arrêtés d'eux-mêmes aux lettres qui différencient de façon caractéristique les grands styles, ou ont vu leur attention attirée par leur instructeur sur les différences de forme de certaines lettres selon des styles. Et je voudrais vous montrer des exemples autour de deux lettres très caractéristiques qui permettent de faire la différence entre les trois styles que je vous ai indiqués, qui est le mu et l'alpha, qui sont anguleux dans la majuscule biblique et incurvés dans les autres styles avec des variantes de courbure d'un style à l'autre. Et c'est pourquoi il arrive au maître ou à l'élève d'écrire l'une de ces lettres dans les divers styles d'écriture. Vous en avez un cas avec ici un ostracone qui vient de la cellule de Franguet, moine sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, où vous voyez qu'il a tracé ici 3 mu et 3 alpha, chacun différent et chacun typique d'un de ces styles d'écriture. Et ce n'est pas propre, vous voyez ici le même Franguet, on a retrouvé dans la cellule du même Franguet un ostracone avec exactement les mêmes lettres qui sont répétées avec des formes différentes, et vous trouvez ça ailleurs, par exemple cet ostracone qui vient de Gournat, qui a été publié en 2005, où simplement la photo a été publiée. Vous voyez un alphabet ici avec un mu incurvé, et vous voyez que quelqu'un a rajouté au-dessus des mus dans un style d'écriture différent. Alors, au-delà, le savoir-faire d'un copiste ne se limite pas à la maîtrise des styles canoniques. Il couvre une multitude d'autres compétences que le futur copiste doit assimiler à travers des exercices. Ainsi, il doit apprendre à composer des titres dans des écritures ou des modules qui diffèrent de ceux utilisés pour les titres courants. Vous en avez ici un exemple avec cet ostracone calcaire ou un exercice d'écriture calligraphique en copte à partir de formules épistolaires et suivi sur l'autre face d'essais que j'interpréterai comme des essais de titrage avec ici, vous voyez, Paulos Apostolos, Paul, l'apôtre Paul. Et on pourrait comparer mutatis mutandis notre ostracone avec ce manuscrit beaucoup plus tardif, mais vous voyez aussi ces différences de style utilisées pour les titres par rapport au style utilisé pour le texte. Nos apprentis copistes doivent aussi apprendre à tracer les croix. Vous savez, ces croix incipitales, ces croix qui se trouvent au début de tout texte. Et donc vous voyez ici différents types de croix, des croix droites, des croix légèrement incurvées, plus proches de ce qu'on aurait avec un texte en majuscule penché. Et il doit apprendre aussi à bien tracer les nomina sacra et les surlignes des nomina sacra. Je ne reviens pas sur ce que sont les nomina sacra, j'ai eu l'occasion l'an dernier de vous en parler longuement. Vous voyez ici la séquence Jésus-Christ, Amen, Seigneur, qui est utilisée avec ces surlignes. Puisque je parle de surlignes, il y a d'autres séquences qui comportent aussi des surlignes dans les manuscrits, ce sont les pages, les paginations. Et donc, nos apprentis scribes doivent aussi apprendre à écrire des numéros de page, et c'est le cas de cet ostracone, par exemple, où vous voyez un numéro de page qui apparaît en plein milieu d'un texte, qui montre bien qu'il s'agit là aussi d'un exercice. Nos copistes en herbe doivent apprendre aussi à décorer les manuscrits. Voici quelques exemples d'exercices sur des éléments décoratifs, par exemple des croix ornementales, des torsades. Vous avez aussi des espèces de frises. Ici, des frises de losanges,
On peut aussi avoir des choses un peu plus élaborées, comme ici, cet ostracone qui vient de Columbia, une décoration plus élaborée avec un alpha et un oméga. Et on peut comparer ces exercices avec ce papyrus qui est plutôt qui est plutôt un brouillon de décoration qu'un exercice de décoration, mais qui vous donne une idée du type d'ornementation dont on accompagnait le texte des manuscrits. Et vous retrouvez non seulement la croix décorative, mais vous retrouvez les torsades que je vous ai montrées à l'instant sur les ostracas. Enfin, nos apprentis copistes doivent s'initier à des formes d'écriture abrégée ou codées, comme les monogrammes, dans lesquels les lettres d'un mot sont combinées en partageant des tracés. J'ai eu l'occasion d'en parler longuement l'an dernier, ou, et surtout, la cryptographie. La cryptographie, la cryptographie, c'est quoi? C'est un cryptage de l'alphabet grec ou copte selon divers codes, dont le plus fréquent consiste à diviser l'alphabet grec en 3 séries de lettres et à inverser à l'intérieur de chacune de ces séries l'ordre des lettres. Donc vous voyez que l'alpha, en fait, on va chercher la valeur de la dernière lettre de la série, θ, donc alpha va valoir θ, bêta va valoir eta, gamma, zeta, etc. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on appelle ce type de codage le codage ATB. On prend les premières lettres pour nommer ce type de cryptographie. Et les lettres coptes sont codées à part. Alors, je voudrais vous montrer un exemple d'exercice à la cryptographie qui a été exhumé dans les fouilles d'un ermitage, le MMA 1152, par une mission polonaise en 2003-2004. Vous voyez, c'est un plat circulaire qui, au 6e, 7e siècle, a servi d'ostracone, puisqu'il était fabriqué avec un engobe propre à ce type de céramique qui permet une évolution du calame plus aisée sur la surface et qui garantit une plus grande précision du trait par rapport à un ostracone taillé dans une amphore ou dans un éclat de calcaire. Et il a servi d'ostracone, donc ce plat, à un moine apprenti copiste pour faire des exercices ou un copiste plus aguerri à des fins d'entraînement. Alors, sur la face interne et sur une partie de la face externe, il a copié dans une belle écriture régulière de courts extraits de textes chrétiens, bibliques surtout, et sur le reste, de la face externe, eh bien, il a tracé un alphabet sur 2 lignes que j'ai mises ici en rouge, et dans les 2 lignes internes, il a fait correspondre à chaque lettre sa valeur dans l'écriture cryptographique. Donc là, on a le code en fait du système cryptographique. Donc vous voyez que alpha correspond à θ, sigma correspond à oméga, etc. Et il est passé ensuite aux travaux pratiques. Ici, en cryptant un court texte juste dessous l'alphabet. Et il y a des traces d'ailleurs d'un texte sous-jacent. Vous voyez peut-être que ça a été effacé, et ce qui veut dire qu'il s'y est peut-être repris à plusieurs fois pour crypter son texte. Il aurait peut-être effacé des versions peu satisfaisantes de son cryptage. Alors que nous donne ce texte? Ici, vous avez le texte crypté. Alors vous voyez simplement que le epsilon a une forme tout à fait particulière dans le cryptage. Il est souvent représenté par 3 lignes superposées. Vous voyez ici le texte en clair. Donc si je traduis, ça nous donne « Vois, un petit est venu en ce lieu aujourd'hui ». Ce pourrait être typiquement une phrase laissée par un moine. Un petit, c'est une humble personne. Un moine qui aurait laissé ce texte dans un lieu saint qu'il visite. On a ce type de graffiti souvent sur les murs de monastères. Et
il faut dire aussi, j'aurai l'occasion d'en montrer des exemples, nous avons des graffitis cryptographiques ou des dipinti cryptographiques laissés par des moines de passage ou des ermites sur des rochers ou des murs de cellules. Je voudrais vous en donner un exemple avec ce poisson. Alors, le poisson, vous savez que ça représente, c'est typiquement le symbole chrétien, puisque poisson en grec se dit ictus, et que chaque lettre de ictus est l'initiale de la séquence Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, vous avez ici le poisson, et ici, vous avez Jésus-Christ vainqueur, et ici, vous avez le nom de celui qui a laissé ce dipinto, hein, puisqu'il s'agit d'une inscription peinte, il s'appelle Andreas, et là vous avez une séquence que j'ai mise ici, qui est cryptographique. Alors, je vous laisse quoi? Je vous laisse 2 secondes, 10 secondes, 1 minute pour arriver à le décrypter. Il suffit de compter le nombre de lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres. Peut-être que vous avez une idée. Eh bien, c'est tout simplement son nom qu'il a crypté, Andreas. Voilà. Un exemple du 6e, 7e siècle, qui lui aussi vient comme le premier que j'ai montré, de la rive ouest de Thèbes, et qui est intéressant pour mon propos car il s'insère dans le contexte de la librairie monastique. La première partie est en effet écrite dans une écriture, vous voyez, très calligraphique. Alors voici le texte avec sa transcription en clair, donc le texte cryptographié et ici la transcription. Et vous avez dessous la traduction. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi on a retrouvé autant d'inscriptions ou d'essais d'alphabet cryptographique dans les milieux monastiques, et notamment dans un contexte qui semble lié à la copie des manuscrits, au point d'ailleurs qu'on peut établir un lien étroit entre la cryptographie et les scriptoria, pour une raison qui n'est pas complètement élucidée. Ce lien est évident au Moyen-Âge du fait de l'usage de la cryptographie dans les colophons, si bien qu'on a même appelé la cryptographie l'alphabet des copistes. Mais il est moins clair ce lien pour la fin de l'Antiquité. À cette époque, en effet, on n'observe pas encore vraiment cette pratique, à l'exception du titre du premier traité du codex 8 de Nag Hammadi, qui est du IVe siècle. Voici l'inscription, le colophon cryptographique, et voici sa traduction, hein, parole de vérité, Dieu de Zostrianos, parole de vérité de Zoroastre. Parole de vérité de Zoroastre. Et on retrouve aussi, à époque ancienne, c'est le seul autre exemple de manuscrit ancien qui comporte de la cryptographie, on retrouve aussi une séquence cryptographique dans un texte magique, ce qui n'étonnera pas. Mais il faut attendre le développement des colophons dans les manuscrits coptes à partir du IXe siècle pour voir apparaître des séquences grecques cryptées. Alors, est-ce à dire que le recours à la cryptographie dans le monde des copistes, inauguré au IVe siècle d'après le manuscrit de Nag Hammadi, n'aurait pas laissé de traces patentes pendant plusieurs siècles et qu'il faille attendre le développement des colophons pour qu'elle acquiert toute sa visibilité? Cette invisibilité est tout d'abord à relativiser puisque, je l'ai dit, on a retrouvé des inscriptions cryptographiques au monastère d'Épiphane sur les murs d'une cellule dont on subodore qu'elle fut occupée par des copistes. En outre, ce codage était avant tout une sorte de jeu social propre au milieu monastique, dont les moines jouent dans leur rapport avec leurs frères sous la forme de messages cryptés ou éventuellement avec la divinité ou les saints dans les invocations ou les prières qu'ils laissaient sur les murs de sanctuaires auxquels ils rendent visite. Tant que les manuscrits ne mettent pas en avant la figure du copiste sous la forme d'une annotation personnelle, eh bien, il n'y avait aucune raison que la cryptographie y laisse une quelconque trace. Et ce n'est que lorsque le copiste a enfin la possibilité de s'exprimer à la première personne dans un colophon que celle-ci peut s'y étaler sur la page finale et
s'affichait ainsi comme indissociablement liée au monde des copistes. Aussi, si elle est restée longtemps invisible dans les manuscrits eux-mêmes, eh bien, la cryptographie n'en était pas moins une pratique communautaire propre aux moines lettrés, un code entre moines copistes, et à ce titre, elle faisait partie de la formation que recevait quelqu'un qui se destinait à la copie des manuscrits. Je vous remercie.